Le matériel utilisé en particulier engendre cette sorte de savoir universel. Lorsque le matériel incarne les conventions, comme un appareil photo de format 24-36 incarne les conventions de la photographie contemporaine, on apprend ces conventions en apprenant à utiliser les outils. Ainsi, toute personne capable de manier les appareils sait faire ce que requiert une activité coordonnée. Cela vaut aussi pour bon nombre des conventions de la musique que l'on assimile en s'exerçant à utiliser un instrument. Beaucoup de conventions prennent forme sous l'effet conjugué de considérations techniques et d'autres facteurs. Pendant longtemps, en gros la période prise en compte par Alec Wilder dans American Popular Song 1900-1950, la chanson populaire américaine a utilisé presque exclusivement une structure de 32 mesures réparties en séquences de 8, où les thèmes se suivent dans l'ordre A, B, A. Les mélodies ne dépassent pas les 10 degrés de la gamme. Les intervalles sont limités aux possibilités de la gamme diatonique. La plupart du temps, l'interprétation de ces chansons se réduisait à 2 ou 3 refrains. Le choix des périodes de 8 mesures et de la structure de 32 mesures était purement arbitraire. Le registre et les intervalles étaient adaptés à l'éducation musicale sommaire des chanteurs et à celle du public profane qui était censé pouvoir chanter ces airs lui aussi. Le nombre de refrains correspondait à ce qui pouvait tenir sur un disque 78 tours. En faisant appel à des conventions totalement normalisées, les artistes peuvent coordonner leurs activités dans les circonstances les plus défavorables. À l'époque où je jouais du piano dans les bars de Chicago, dans les années 40, il nous arrivait régulièrement de jouer 7 ou 8 heures d'affilée. Vers la fin de la soirée, les musiciens tombaient de sommeil. Je m'aperçus que du fait même que les airs populaires de notre répertoire étaient entièrement régis par des conventions très simples, je pouvais les jouer même en étant à moitié ou plus qu'à moitié endormi. Je me réveillais souvent au beau milieu d'un morceau et je ne perdais pied qu'à partir du moment où je me rendais compte que j'avais dormi et que je ne savais plus où j'en étais. Si j'avais pu continuer jusqu'à ce moment-là, c'était certainement parce que je savais que toutes les phrases avaient 8 mesures, qu'elles n'utilisaient que quelques-uns des accords possibles, et que ces derniers étaient disposés selon quelques combinaisons type. David Sutno, 1978, a montré comment des schèmes de ce genre finissent par s'inscrire tant dans les réactions physiques de l'interprète que dans ses facultés cognitives, si bien qu'il n'y a rien d'extraordinaire à jouer du piano en dormant. Étant donné que le matériel en arrive à incarner un ensemble de conventions de manière très astreignante, les artistes s'ingénient souvent à détourner ce matériel de l'usage auquel l'ont destiné ses fabricants. Le matériel photo est de plus en plus normalisé à mesure que l'industrie se concentre autour de quelques firmes et les photographes d'art prodiguent de plus en plus leur temps et leur ingéniosité pour essayer d'obtenir des effets inaccoutumés avec le matériel du commerce, celui que les firmes commercialisent sous une forme facilement utilisable et relativement bon marché, et non celui qui serait possible de fabriquer. Les pellicules dont ils se servent sont conçues pour un temps de pose standard et posent un développement et un tirage selon des techniques conventionnelles, mais ils les manipulent de manière à obtenir un négatif tout différent, qui exige un traitement peu orthodoxe en laboratoire. Des musiciens tirent de leurs instruments des sons auxquels les fabricants et les professeurs n'auraient jamais songé, par exemple en jouant directement sur les cordes du piano au lieu d'utiliser le clavier. Dans les segments du monde de l'art qui s'occupent des équipements et des matériaux, la coopération se fait par le biais des conventions incorporées dans ce matériel. Puisque tout le monde connaît la gamme de matériel disponible sur le marché, un simple renvoi à une référence de catalogue aboutit au résultat escompté. Les fabricants, fournisseurs et réparateurs constituent toujours un segment stable et passablement conservateur d'un monde de l'art. Il en va de même pour les personnes qui manipulent le matériel d'après les directives des artistes, les maçons d'après les directives des architectes, les électriciens d'après les directives des metteurs en scène et les imprimeurs d'après les directives des auteurs. Les artistes font l'apprentissage d'autres conventions, c'est la culture professionnelle, pendant leur formation puis en participant aux activités du monde de l'art au jour le jour. Seuls possèdent cette culture ceux qui participent régulièrement à ces activités, les praticiens professionnels, tels que les définit chaque monde de l'art. Les conventions traduisent l'adaptation continuelle des acteurs de la coopération aux conditions d'exercice de leur activité. Quand les conditions changent, les conventions évoluent de même.
Les écoles enseignent ce qui correspond à un stade donné et généralement dépassé de ce processus d'adaptation, sauf dans les rares cas où l'école est intégrée dans le monde de l'art, comme certains conservatoires et certains départements de musicologie le sont dans le monde de la musique contemporaine. Aussi ne peut-on apprendre les conventions en vigueur qu'en prenant directement part au cours des choses. Le degré de coopération nécessaire entre les artistes eux-mêmes varie d'un monde à l'art à l'autre. La poésie n'en exige pratiquement pas. Des poètes peuvent attendre de leurs confrères qui leur fournissent des commentaires critiques, un public ou un encouragement dans une recherche commune, mais ils peuvent aussi produire leurs œuvres sans l'aide de leurs confrères. Ils ont surtout besoin du concours technique des imprimeurs et des diffuseurs le moment venu. En revanche, la musique symphonique, le ballet, le théâtre et d'autres arts collectifs réclament la coopération de nombreuses catégories d'artistes. Ces groupes de travail sont ceux qui possèdent les systèmes les plus élaborés de mise au point et de communication des nouvelles conventions. Comme les conventions ne changent pas toutes en même temps, les artistes peuvent encore utiliser une bonne partie des connaissances acquises pendant leur formation pour coordonner leurs activités respectives. Les jeunes musiciens de jazz apprennent au début de leur formation extrascolaire, pour une large part, que les chansons populaires à l'origine de nombreux morceaux de jazz comportent une séquence centrale de 8 mesures, le bridge, qui peut prendre 2 formes harmoniques, désignées chacune par le titre de la chanson célèbre où elle apparaît. Ainsi, le bridge I Got Rhythm se compose de 4 accords sur 2 mesures chacun, soit 3, Si, 7 en Si bémol, un accord de septième sur le Ré, 5, 17, septième sur le Sol, etc. Quand on joue au air pour la première fois, on peut très vite connaître 8 de ces mesures dès que l'on sait quel bridge y contient, du moins dans le jazz traditionnel. Les musiciens des orchestres de danse apprennent plus ou moins par cœur toute une série de chansons connues afin de pouvoir interpréter à la demande et sans partition une version orchestrée de n'importe laquelle. Je compris que j'étais dépassé dans le métier de pianiste pour les mariages, fêtes de bienfaisance, arbres de Noël des comités d'entreprise et autres réjouissances où l'on engage des orchestres quand je m'aperçus qu'il ne suffisait plus de connaître des chansons. Cela, je l'appris un soir où l'animateur annonça non pas une chanson mais My Fair Lady. J'étais censé connaître la partition entière, modulation comprise, de toutes les comédies musicales à l'affiche à Broadway. Comme j'avais décroché pendant quelque temps, je n'avais pas remis à jour mon répertoire et je ne pouvais faire face à des situations qui exigeaient à la connaissance du répertoire conventionnel du moment. Les musiciens plus jeunes, entrés plus tard dans la profession, le connaissaient sans doute, tout comme j'avais appris un répertoire suffisant dans ma jeunesse. Il est rare que soient ainsi fixés d'avance les aspects à coordonner dans la préparation et la présentation d'une exécution donnée. Même dans les interprétations les plus codifiées, il y a place pour diverses options. Les violonistes doivent déterminer les coups d'archet et le mode d'attaque d'un passage qu'ils vont interpréter ensemble. Les cuivres qui jouaient dans des orchestres de danse ou de concert doivent décider comment ils vont exécuter les groupes de 8 notes liées, soit en leur donnant une valeur égale, comme dans les exécutions de concerts conventionnels, soit en prolongeant légèrement une note sur 2, comme dans le jazz. Un langage conventionnel permet de résoudre ces questions très rapidement. Les aspects qui donnent matière à interprétation, c'est-à-dire ceux qui autorisent plusieurs modes de réalisation, occupent une place plus importante au théâtre que dans la musique, car la plupart des textes donnent beaucoup moins d'indications précises que les partitions musicales. Quand ils règlent les détails d'un spectacle, les interprètes et le metteur en scène utilisent un vocabulaire conventionnel, dont les termes techniques permettent de déterminer les mouvements des acteurs sur la scène. Le temps qu'ils doivent laisser passer avant de dire la réplique suivante, la direction où ils doivent tourner leur regard pendant le silence, etc. Lyon, 1975. Parfois, les mondes de l'art se scindent en sous-groupes relativement autonomes. En pareil cas, les membres de chaque sous-groupe connaissent un certain nombre de conventions, en partie différentes, et deviennent les dépositaires de ce savoir. Les gens qui jouent de la musique dite contemporaine s'aperçoivent par exemple que les compositeurs veulent leur faire tirer des sons non conventionnels de leurs instruments. La plupart des exécutants apprennent à produire ces sons auprès du compositeur lui-même, grâce à ses conseils ou en travaillant avec d'autres personnes avec qui ils ont des relations personnelles. Or, comme cette musique est de
plus en plus jouée, de musiciens qui n'ont pas eu ce contact avec les compositeurs se retrouvent devant des partitions ou une notation insolite sert à indiquer des effets sonores déjà connus, mais que l'on n'a pas l'habitude de noter ou d'utiliser. Ainsi, des clarinettistes peuvent découvrir sur leur partition des notes à demi noircies pour indiquer des quarts de ton ou surmontés d'un triangle plein destiné à signaler un claquement de langue. Par exemple, les instrumentistes peuvent produire ces sons, mais ils doivent savoir ou se faire enseigner tout ce qui est nécessaire à une bonne compréhension de la notation utilisée. Dès lors, les compositeurs peuvent employer cette notation pour obtenir les sons voulus et les musiciens savent ce qu'ils ont à faire. Cela permet aux uns et aux autres de coordonner leurs activités. Redfeld, 1977, qui tente de mettre au clair les nouvelles notations et les nouveaux effets instrumentaux. Les mécanismes qui engendrent et préservent une culture professionnelle peuvent s'enrayer et dans ce cas, la capacité des professionnels à travailler ensemble se dégrade aussi. Robert Lerner rappelle qu'il a fallu normaliser des choses aussi simples que l'écriture et l'orthographe au Moyen-Âge, avant que la littérature ne puisse devenir une activité concrète. Après la chute de Rome, la diversité des formes d'écriture régionale était à son comble et les textes étaient devenus difficiles à déchiffrer parce que dans certaines contrées, les scribes écrivaient délibérément de manière ésotérique en utilisant des signes et des arabesques compliqués, tandis qu'ailleurs, ils se faisaient aller et bâcler leur travail. Ils se laissaient aller et bâcler leur travail. Il fallut un renversement de tendance pour permettre la diffusion des informations et du savoir. Si les écritures cursives de l'époque avaient fait gagner en rapidité grâce aux ligatures, elles étaient pratiquement illisibles et furent peu à peu remplacées vers la fin du 8e siècle par ce que l'on appelle la caroline minuscule, caractérisée par des lettres petites, distinctes et parfaitement lisibles. Peu après, toute l'Europe occidentale utilisait la même écriture et les manuscrits devinrent plus faciles à lire, non seulement parce que la nouvelle écriture était lisible, mais aussi parce qu'il y avait des espaces et que les phrases commençaient par des majuscules, contrairement à la pratique romaine qui ignorait les espaces et la ponctuation. Lerner, 1974. Sans cette normalisation simple, il n'y aurait pas d'art littéraire. Nous verrons plus loin comment l'ère de diffusion de ce type de normalisation délimite un monde de l'art. La possession d'une culture professionnelle caractérise donc un groupe de praticiens qui utilisent certaines conventions pour exercer leur métier artistique. L'essentiel de ce qu'ils savent, ils l'acquièrent dans le cours de leur pratique quotidienne et en règle générale, aucun des autres participants au monde de l'art n'a besoin des mêmes connaissances pour jouer son rôle. Ce savoir facilite l'exécution du travail, mais il n'est pas nécessaire de le posséder pour comprendre les œuvres elles-mêmes. Le groupe qui se définit par la connaissance de ces conventions peut être considéré comme le noyau du monde de l'art. Des groupes restreints se forment au sein d'un monde de l'art considéré dans son ensemble. Chaque œuvre d'art donne le jour à un monde unique, sous certains rapports, qui allie beaucoup de données conventionnelles à quelques éléments novateurs. Sans les premières, elles deviendraient inintelligibles. Sans les secondes, elles seraient insipides, se fondraient dans le décor, comme la musique dans les supermarchés ou les tableaux sur les murs des chambres d'hôtel. Les variations peuvent être si infimes que seul un amateur passionné les remarquera, ou si évidentes qu'il n'est pas possible de les méconnaître. Dans l'un et l'autre cas, selon le monde de l'art où les œuvres sont réalisées et selon le public auquel elles sont présentées, il y aura plus ou moins de choses nouvelles à apprendre, les nouveautés propres à cette œuvre-là. D'une manière générale, les artisans exploitent progressivement leurs propres innovations et élaborent ainsi une série de conventions particulières à leur travail. Souvent aussi, les artistes collaborent à des innovations au sein du deux groupes et les écoles ou les chapelles artistiques qui se forment élaborent alors des conventions qui leur sont propres. Ceux qui coopèrent avec les artistes, à commencer par le public, font l'apprentissage de ces conventions plus singulières et originales au contact d'œuvres isolées ou d'un ensemble d'œuvres. L'artiste peut les apprendre de manière aussi empirique en réalisant une œuvre ou un ensemble d'œuvres, ou alors il peut les avoir élaborées au cours d'expériences jamais présentées au public. Aussi, chaque œuvre ou l'ensemble des œuvres de chaque artiste nous fait pénétrer dans un monde que définit en partie l'emploi d'éléments jusque-là inconnus et donc imparfaitement compréhensibles de prime abord. Les gens qui s'attachent à suivre un travail novateur, malgré l'hermétisme qu'il présente au début, peuvent en apprendre assez pour le comprendre. Les données nouvelles deviennent alors conventionnelles, au sens technique défini plus haut. Elles sont assimilées par toutes les parties prenantes, de telle sorte que chaque participant
peut les supposer connus et mis en jeu par les autres dans leur appréhension des œuvres. Ces participants sont moins nombreux que dans les situations plus générales déjà examinées. Ils se réduisent à celui qui produit les œuvres et aux membres du public qui ont fait l'effort d'apprendre des conventions particulières à l'œuvre ou l'ensemble des œuvres de l'artiste concerné. C'est ainsi qu'on devient un fervent de Mozart ou un fanatique de Charlie Parker. Le public se familiarise avec des conventions par l'expérience directe, par la rencontre avec l'œuvre et souvent par les échanges avec autrui à son propos. Il voit et entend les éléments nouveaux dans toutes sortes de contextes. L'artiste lui apprend ce qu'ils signifient et les effets qu'ils peuvent produire. Il lui apprend aussi à créer les contextes ou les rencontrer. Ainsi, Robert Frank est célèbre pour avoir renouvelé l'iconographie dans la photographie contemporaine, en conférant une nouvelle valeur symbolique aux drapeaux, aux croix, aux voitures et autres éléments banals du décor urbain américain. En montrant invariablement le drapeau américain dans des contextes où il est traité avec indifférence, voire avec mépris, comme objet décoratif dans un bureau de recrutement de l'armée tenu par un fonctionnaire qui a les pieds sur la table, ou comme motif graphique dans une enseigne commerciale, il nous apprend à ressentir devant ce drapeau une impression toute différente des sentiments patriotiques qu'il est censé éveiller. Cette utilisation des drapeaux et d'autres symboles laïques ou religieux, plus ou moins inventés par Frank et qui surprit le public au début, fait désormais partie du vocabulaire usuel de la photographie contemporaine, à message social, ce qui était à l'origine le langage de Frank qu'il fallait apprendre auprès de lui pour comprendre son travail, est devenu une langue familière. Chaque œuvre en soi, par le seul fait de se distinguer, tant soit peu de toutes les autres, enseigne à son public quelque chose de nouveau, un nouveau symbole, une nouvelle forme, un nouveau mode de présentation. Mieux, si l'on considère la totalité de l'œuvre d'un artiste ou d'un groupe avec les innovations produites à mesure, le processus peut s'étaler sur la carrière entière de l'artiste. Ce qu'elle enseigne de nouveau atteint tellement de gens que l'on peut parler d'éducation d'un public. Pour prendre un exemple banal, le public de certaines émissions de télévision apprend à réagir d'avance aux réparties et aux gags qui ponctuent infailliblement chaque séance. Quand un comique célèbre ouvre la porte de son placard et déclenche une avalanche d'objets, les spectateurs sont déjà hilars parce qu'ils ont appris à rire à l'idée même de ce qui allait se produire. Plus sérieusement, les grands compositeurs enseignent leur public de nouvelles harmonies et de nouvelles formes musicales. Témoin de Debussy, qui a sensibilisé les auditeurs à l'orientalisme de la gamme Parton, ou Webern, qui les a initiés à l'écoute de fragments mélodiques égrenés par des instruments différents au lieu d'être joués intégralement par un seul. Les gens qui comprennent les conventions propres à un artiste forment un groupe souvent très éphémère, si tant est qu'il s'agisse d'un groupe. On ne peut guère parler de groupe à propos des lecteurs fidèles de Dickens. Ils n'agissent jamais collectivement. Tout simplement, ils ont fait un choix identique parmi toutes les œuvres littéraires disponibles dans le commerce. Sans doute seraient-ils incapables d'expliciter les conventions romanesques de Dickens, d'expliquer par exemple comment il pousse la peinture des personnages jusqu'à la caricature pour leur redonner ensuite des dimensions humaines, mais ils savent comment réagir à ces conventions qu'ils connaissent bien. En revanche, quand les conventions d'une œuvre ou de tout un travail sont authentiquement novatrices et restent mal connues ou ignorées, le public s'y intéresse, ne se contente plus de choisir parmi des valeurs sûres, mais fait un acte qui l'engage beaucoup plus. Dans bien des cas, il n'est pas seulement question d'obéir à une impulsion ou de satisfaire une curiosité, mais d'agir de concert avec tous les autres gens intéressés pour permettre à ce travail novateur d'exister et d'être diffusé. Ce public pourra juger nécessaire, souhaitable ou utile d'adhérer à un organisme voué à la promotion de la danse moderne, de s'abonner à des revues de littérature d'avant-garde, d'assister à la seule et unique projection d'un nouveau film, etc. S'il est sans doute excessif de voir dans ce public un groupe constitué, habitué à agir ensemble, il ne s'agit pas non plus d'un agrégat d'individus complètement isolés. Ces gens font en quelque sorte l'effort commun de faire partager leur intérêt pour des conventions novatrices, ou tout au moins d'en permettre l'utilisation dans l'art concerné. En résumé, différents groupes et sous-groupes possèdent en commun la connaissance des conventions en vigueur dans une discipline artistique et l'ont acquise de diverses façons. Lorsque les circonstances le permettent ou l'exigent,
Tous ceux qui partagent ce savoir peuvent agir de concert selon des modalités inhérentes au réseau de coopération, qui est la condition et la caractéristique d'un monde de l'art. Parler de l'organisation d'un monde de l'art, de sa division interne, en divers types de publics, de producteurs et de personnel de renfort, c'est une autre façon de parler de la distribution des savoirs et de leur rôle dans l'action collective.